Sur les côtes françaises, l'Angleterre craint encore de nouvelles inondations. Elisa Cachero. Ce sont des vents de près de 130 km/h qui ont balayé le sud de l'Angleterre hier soir. Les vagues d'une grande violence ont emporté un homme dans la Manche qui se trouvait sur le pont d'un bateau de croisière. Plus de 140 000 personnes ont été privées d'électricité dans tout le pays. Dans le centre de Londres, les dégâts qui se sont déroulés dans la nuit sont toujours visibles. L'effondrement d'une partie d'un bâtiment a fauché une femme qui passait justement par là en voiture. La tempête Ula n'a pas épargné le nord de la France. Les chutes d'arbres sur les voies ont interrompu le trafic ferroviaire. Des centaines de passagers ont ainsi passé toute la nuit dans des trains à l'arrêt. Au réveil, la Bretagne a toutefois profité d'un spectacle peu ordinaire. Porté par les vents plus calmes de la journée, de l'écume s'est invité jusque dans les rues. C'est impressionnant, on va voir toute l'écume ici. Là. Il y a du vent aussi. C'est impressionnant de voir les vagues s'éclater contre des rochers. C'est de tout douter. Les maisons le long, là, on en pris plein la tronche, si j'ose m'exprimer ainsi. Et quant à l'écume, effectivement, oui, on a eu de l'écume jusqu'à mi-cuisse des fois. Alors que certaines régions sont sous les eaux depuis plusieurs semaines, l'Angleterre n'est pas à l'abri de nouveaux risques d'inondation. La Tamise pourrait atteindre son plus haut niveau depuis 60 ans dans l'ouest de Londres, où 1 millier de personnes ont dû être évacuées. En Suisse aussi, la météo de cet hiver est plutôt particulière. Si le Tessin et les Grisons croulent sous la neige, ce sont les températures plutôt clémentes qui marquent la Suisse romande. Cet après-midi, il a fait très doux, un climat propice au réveil précoce de la nature, avec tous les risques que cela peut comporter. Reportage en Valais avec Nadia Esposito. 15 degrés en plein soleil, ces abeilles ne se font pas prier pour pointer le bout de leur nez. Léthargiques en hiver, elles s'activent dès que le thermomètre grimpe, avec le risque de se fatiguer et de manquer de nourriture. Celle-ci, elle n'a plus beaucoup à manger. Elles ont bien consommé. Vous voyez, là, il y a un peu de restant de nourriture. Mais sinon, le cadre, il n'est pas très lourd. Les abeilles sortent avec du soleil sur la ruche à 8 degrés. Alors aujourd'hui, avec 15 degrés, elles sautent. Et vous voyez, elles rentrent avec du pollen. C'est des petites pattes jaunes. Apparemment, c'est du pollen de noisetier. Cet hiver est particulier. Peu de gelée en plaine depuis mi-décembre, et cela même la nuit. Conséquence, la nature se réveille déjà. Sur ces abricotiers, les premiers bourgeons de printemps. En 40 ans de métier, Xavier Moret n'a jamais vu ça un 15 février. On voit clairement que ces bourgeons ont commencé à gonfler, on voit qu'ils viennent écarlates. On craint quand même cette précocité d'environ 15 jours par rapport à une année normale. On craint qu'une floraison puisse arriver avant la mi-mars, ce qui serait pour nous un gros problème. La vigne, elle, sommeille encore. Mike Favre reste tout de même vigilant. Il se souvient de l'hiver 56, où la douceur suivie de températures glaciales avait littéralement fait exploser les ceps. On avait eu un hiver extrêmement doux, un mois de janvier où les vignerons taillaient en chemise. Et après, au mois de février, le 15 février ou le 20 février, il a fait une longue période, enfin plusieurs jours en dessous de moins 20, ce qui fait que la végétation avait été ravagée. Pas de moins 20 degrés annoncés avant au moins 2 semaines selon les spécialistes. De quoi accentuer encore un peu plus le doux réveil de Dame Nature. En politique suisse, la volte-face du PDC qui finalement renonce à diriger la campagne en faveur de l'achat des Gripen. La présidence du parti a pris cette décision vendredi à l'unanimité en raison, je cite, des discussions sur l'ingérence de la Suède, du constructeur Saab et d'Uli Maurer dans la campagne. Venons-en maintenant à notre enquête sur le climat tendu qui règne au HUG, les hôpitaux universitaires genevois où médecins et personnels soignants sont mis sous pression. Annabelle Durand, Didier Charton. Le suicide d'un jeune psychiatre de l'hôpital en mai dernier a profondément bouleversé un service déjà en proie à certaines difficultés. Climat autoritaire, surcharge de travail, en 2 ans, 30 psychiatres chefs de clinique ont quitté l'hôpital cantonal. Un malaise évoqué dans cette lettre écrite par ce médecin avant qu'il ne mette fin à ses jours. La sérénité dans les équipes est aussi importante que l'hygiène dans un bloc opératoire. Sans cela, on fait du mal aux patients. Sur ce point, à mon avis, les HUG montrent des signes d'incompétence. Service de psychiatrie en souffrance, mais il n'est pas le seul secteur touché. L'hôpital est très malade. Actuellement, la pire situation, c'est en ophtalmologie, où c'est dramatique. Il y a des médecins qui sont poussés dehors, il y a des licenciements de médecins. Et tout ça avec un fond de diminution forte de l'activité.
2 audits internes ont été demandés par la direction DHUG sur l'ophtalmologie ces derniers mois. Le rapport rendu en avril est accablant. Loin de s'atténuer, les conflits demeurent. La nouvelle organisation qui génère iniquité et frustration. Un problème géré de façon prioritaire, affirme la direction. Toutes les 6 semaines, il y a des rendez-vous avec le responsable pour le suivre de manière très proche et pour essayer de mettre en place une organisation du travail efficiente, pertinente et puis qui permette, je dirais, de retrouver une forme de sérénité dans le service. Mauvaise ambiance de travail, mais aussi de nombreux départs de spécialistes. Conséquence, aujourd'hui, dans ce service, certaines interventions ne peuvent plus être réalisées. Inadmissible pour le nouveau ministre de la Santé. Qui n'a pas autour de lui quelqu'un qui a des problèmes oculaires. Donc il faut évidemment que les HUG, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se faire hospitaliser en privé, aient des services au niveau des interventions chirurgicales qui soient au top. Maro Poggia assure qu'il n'y a aucune volonté de fermer le service ophtalmologie de l'hôpital pour réaliser les économies. La direction DHUG devrait annoncer de nouvelles mesures début mars. Direction l'Italie où les consultations se poursuivent en vue de former un nouveau gouvernement. Presque toute la classe politique a défilé chez le président de la République, Giorgio Napolitano, avant la probable nomination de Matteo Renzi à la tête du pays. La nomination du jeune maire de Florence est attendue par tous. Selon la Repubblica, son gouvernement devrait être composé de 18 ministres avec la parité hommes-femmes. Le gouvernement français avait promis une opération coup de poing en Centrafrique. L'opération militaire sera visiblement plus longue que prévu. Selon le ministre de la Défense, le niveau de haine et de violence est plus important qu'imaginé. 400 soldats supplémentaires seront envoyés sur place. Jusqu'ici, les troupes n'ont pas permis de rompre un cycle de violence qui a fait plusieurs milliers de morts et 1 million de déplacés, soit un quart de la population du pays. Un pays en pleine guerre civile où le relais de l'information sur la situation et l'évolution du conflit revêt une importance capitale, vitale pour la population. Si le pays est profondément déchiré sur fond de guerre de religion, la radio Ndeke Luka, soutenue par la fondation suisse Hirondelle, est un exemple d'unité nationale où chrétiens et musulmans travaillent main dans la main. De nos envoyés spéciaux Marc Algever et Jon Björgvinsson. Bon, mais dis-moi, tu as une idée sur le nombre de maisons incendiées? Premier coup de fil, première nouvelle de la nuit pour Providence. Là, disons juste devant nous, on a les anti-Balaka, les éléments. Les anti-Balaka, les miliciens chrétiens de son secteur. Ce matin, le journaliste de la radio Ndeke Luka décide de prendre la température. On peut passer, leur dire bonjour peut-être. C'est possible aussi. À 24 ans, Providence a le même âge qu'eux. Il est chrétien comme eux. Eux avec leurs gris-gris censés les protéger et des perruques pour effrayer l'adversaire. Leur adversaire, c'est la Seleka, mouvement majoritairement musulman qui a ravagé le pays, mais pas seulement. Selon vous, existe-t-il une différence entre les Seleka et les musulmans? Oui. Pas du tout. Entre les Seleka et les musulmans, ils sont tous mêmes. Ils sont tous mêmes. Donc nous voulons massacrer tous les musulmans et puis c'est tout. À quelques centaines de mètres, la frontière entre les deux communautés. Un marché abandonné, quelques silhouettes. Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller là, le long de cette route? Bon, on peut... Oui, comme ils sont déjà devant, on peut être derrière eux. Une patrouille française, de quoi empêcher temporairement les escarmouches. Mais si l'accueil côté musulman est chaleureux, une fois les soldats partis, le discours change au micro de Providence. Au niveau de la barrière, là où il y a les forces françaises, il y a aussi les anti-Balaka chrétiens. Ça veut dire que les anti-Balaka sont avec les Français. Et nous, pourquoi on ne peut pas être avec les Français? On ne comprend plus rien. En réalité, ce sont les anti-Balaka qui terrorisent la population. La communauté musulmane se dit abandonnée de tous, armée française, Nations Unies. Certains, comme Fatih, accusent même la radio Ndeke Luka. En dénonçant les crimes de la Seleka l'année dernière, elle aurait favorisé un amalgame avec tous les musulmans. Je reproche beaucoup à cette radio. Elle n'était jamais impartiale. Jamais du tout. Elle dénonçait seulement les Seleka depuis leur arrivée. Ces critiques, la rédaction doit y faire face tous les jours. En pleine guerre civile,
Difficile d'être au-dessus de la mêlée. La définition numéro 1 que je m'attribue, c'est que je suis journaliste. Quand il se passe quelque chose, vite tu arrives sur les lieux, tu en parles, tu es considéré comme un ennemi à vie, quoi. Les scènes de pillage et de violence se sont poursuivies jusqu'à ce matin. Une personne est même tuée par balle. D'après des témoins jeunes sur place, des échanges de tirs ont lieu entre des jeunes identifiés comme les anti-Balaka et des musulmans armés. Les premiers se livrent à des